Les néons bourdonnaient leurs chansons stériles, tandis qu'infirmière Maya Rodriguez pressait ses mains ensanglantées contre la blessure à la poitrine du docteur tombé, sa promesse résonnant dans le chaos ambiant. « Je finirai ce que nous avons commencé ». 3 mois plus tôt, elle n'était qu'une infirmière surmenée, noyée sous les dettes étudiantes. Maintenant, elle se tenait au centre de la plus grande affaire de fraude aux soins de santé de l'histoire de la région. Et la bataille avait failli leur coûter tout. Les portes pneumatiques du centre médical de la Seine s'ouvraient précisément à 5h47, comme elle le faisait depuis 2 ans. Maya Rodriguez se déplaçait avec une aisance acquise dans les couloirs familiers, sa médaille de Saint-Christophe captant la lumière matinale. À 26 ans, elle avait déjà appris que la guérison se produisait dans les moments calmes entre les interventions spectaculaires. Un contact doux, une oreille attentive, le simple fait de considérer les patients comme des êtres humains plutôt que des codes de facturation. L'unité de soins intensifs était son univers. Elle s'attendait à la détester quand elle a commencé, prenant le poste uniquement parce qu'il était légèrement mieux payé que les autres services. Au lieu de cela, elle y avait trouvé sa vocation, au milieu des respirateurs et des moniteurs, là où la vie tenait à un fil et où chaque décision comptait. « Bonjour, ma puce », murmura Madame Dubois, 89 ans, qui se battait pour sa 3e opération en 6 mois. La vieille dame avait survécu à une vie de difficultés, arrivant de son Algérie natale avec rien d'autre que l'espoir, élevant ses enfants seuls, et maintenant son corps finissait par céder au temps. Maya vérifia les moniteurs avec un soin efficace. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? » « Mieux maintenant que vous êtes là, vous avez le don, le don. » Maya avait entendu ça toute sa vie de sa grand-mère, qui insistait sur le fait que certaines personnes naissaient avec des mains guérisseuses. Maya préférait la science médicale concrète, mais il y avait des moments, comme lorsqu'elle avait détecté la crise de diabète de Monsieur le maire 3 heures avant sa prise de sang prévue, ou remarqué le subtil changement de respiration qui révélait l'embolie pulmonaire de Madame Kim, où elle se demandait si l'intuition jouait un rôle plus important qu'elle ne l'admettait. La chambre 320 abritait son patient le plus difficile. Théo Martin, 16 ans, élève modèle et capitaine de l'équipe de rugby jusqu'à ce qu'un chauffard ivre brise sa colonne vertébrale et son avenir. L'impact l'avait laissé paralysé, confronté à une vie totalement différente de celle qu'il avait prévue. « Salut, l'étranger !» dit Maya en entrant dans sa chambre. Théo fixait le plafond avec le regard vide de quelqu'un piégé dans une immobilité forcée. « Salut ! Ton père vient aujourd'hui ?» Le père de Théo, Jean-Pierre Martin, travaillait comme agent de sécurité et venait quand il le pouvait. Mais les factures ne s'arrêtaient pas avec l'hospitalisation. Il a un boulot à Lyon. Il sera là pour le dîner. Maya s'installa sur la chaise à côté de son lit, sortant un livre de poche usé. « Tu veux que je lise encore ?» Pour la première fois ce matin, le visage de Théo montra de l'intérêt. « Vous n'êtes pas obligé. Jamais trop occupé pour une bonne histoire. » Elle lui lisait depuis des semaines, faisant des voix de personnages qui le faisaient sourire dans un endroit où les sourires étaient une monnaie précieuse. Pendant qu'elle lisait, Maya ne remarqua pas son téléphone vibrer avec un nouvel avis de prêt impayé. Le paiement mensuel de 847 € dépassait son loyer, un fardeau mathématique qui grandissait malgré ses paiements. Mais ici, perdu dans l'histoire et le rire discret de Théo, la dette semblait lointaine. Tout changea 6 mois après que le centre médical de la Seine fut racheté par le groupe Santé Horizon. L'annonce fut faite lors d'une réunion obligatoire du personnel. Philippe Dubois, le PDG d'Horizon, se tenait à la tribune dans son costume sur mesure, dégageant la confiance de quelqu'un dont les décisions n'étaient jamais remises en question. À ses côtés se tenait la doctoresse Sophie Lemaire, la nouvelle directrice médicale, son expression soigneusement neutre. « Nous mettons en place un nouveau modèle de dotation en personnel », annonça Dubois, avec un accent sur l'efficacité et la maîtrise des coûts. Cela comprend une réduction de 15% des postes à temps plein,
et une standardisation des protocoles de soins pour les aligner sur les meilleures pratiques d'Horizon. Maya sentit une froide angoisse s'installer dans son estomac. Dans le jargon de l'entreprise, l'efficacité profitait rarement aux personnes qui prodiguaient réellement les soins. De plus, nous allons supprimer progressivement les programmes hérités qui ne correspondent pas à notre vision stratégique, y compris la consultation de quartier. Le docteur Jean-Claude Moreau se leva brusquement, sa chaise grinçant bruyamment. À 68 ans, il était une légende au centre médical de la Seine, un ancien médecin militaire qui avait servi en Indochine et passé 3 décennies à sauver des vies. Ces programmes servent les personnes les plus vulnérables de ce quartier. Le sourire de Dubois n'atteignit jamais ses yeux. La santé est une entreprise qui doit être viable. La santé n'est pas une entreprise, rétorqua le docteur Moreau. C'est une confiance sacrée. La salle se tut. Personne ne parlait à Philippe Dubois de cette façon. En fait, docteur Moreau, je suis ravi que vous ayez soulevé ce point publiquement, dit Dubois avec douceur. Dans le cadre de notre restructuration, nous avons déterminé que votre poste sera supprimé grâce à notre programme de pré-retraite. Le souffle collectif fut audible. Le docteur Moreau était le centre médical de la Seine. Il avait formé la moitié des médecins de l'établissement. « Je ne suis pas prêt à prendre ma retraite », dit le docteur Moreau calmement. « Je crains que ce ne soit pas une demande. Votre retraite prendra effet à la fin de ce mois. » Maya regarda le visage du docteur Moreau, vit la réaction contrôlée d'un homme qui avait appris pendant des décennies à gérer la rage au service de quelque chose de plus grand. « Vous aurez ma décision d'ici la fin de la semaine. » Puis il sortit, le dos droit, la démarche déterminée, un soldat se retirant en bon ordre plutôt que de se rendre. Les changements furent rapides. La charge de travail de Maya passa de 6 à 8 patients, la mettant dangereusement à rude épreuve. La surveillance attentive, le temps passé à expliquer les procédures aux familles effrayées, tout fut sacrifié sur l'autel de l'efficacité. Mais ce furent les changements qu'elle ne pouvait pas voir qui la troublaient le plus. Des tests inutiles, des médicaments douteux, une pression subtile pour faire passer les patients dans le système plus rapidement, quel que soit leur état. 3 semaines après l'annonce, Maya remarqua quelque chose d'alarmant. Théo Martin avait reçu une prescription de forte dose de stéroïdes sans aucune condition inflammatoire documentée. Le médecin prescripteur était le docteur Lemaire. Maya trouva le docteur Moreau dans la chapelle de l'hôpital, l'un des rares endroits où les conversations privées restaient privées. « Vous ne devriez pas être ici, dit-elle. Si Dubois découvre que vous avez accédé au dossier, alors il devra expliquer pourquoi un adolescent de 16 ans avec une lésion de la moelle, épinière, reçoit des doses immunosuppressives de prednisone, interrompit le docteur Moreau. Ou pourquoi une femme de 89 ans atteinte d'une maladie rénale est préparée pour une procédure qui pourrait la faire basculer dans une insuffisance rénale complète. Maya lui montra ses propres notes, des pages de documentation qu'elle avait rassemblées. J'ai vu le même schéma, des interventions agressives, des médicaments douteux, le tout générant un remboursement maximal. L'expression du docteur Moreau s'assombrit. Ça arrive déjà. La lente corruption des soins, un test inutile à la fois. Que pouvons-nous faire? Tout documenter, construire un dossier qu'ils ne pourront pas ignorer. Ensuite, nous le portons devant le Conseil de l'Ordre des médecins. C'était un territoire dangereux, les lanceurs d'alerte en sortaient rarement indemnes. Mais Maya pensa à Théo, à Madame Dubois, à tous les patients qui méritaient mieux. « Je vais vous aider », dit-elle. Le docteur Moreau étudia son visage. « Ce ne sera pas facile. Ils s'en prendront à votre autorisation d'exercer, à votre réputation. » Quelle est l'alternative? Les regarder démanteler tout ce qui fait que cet endroit vaut la peine d'y travailler? La crise s'accéléra 2 semaines plus tard lorsque Théo souffrit d'une réaction anaphylactique apparente. Maya examinait des dossiers lorsque le code bleu retentit. Elle courut dans sa chambre et trouva le docteur Lemaire en train de diriger les efforts de réanimation. « Que s'est-il passé ?» demanda Maya. «
Réaction anaphylactique apparente, répondit le docteur Lemaire sans lever les yeux. Le docteur Moreau apparut soudainement, sa présence non autorisée choquant tout le monde. Quel médicament a-t-il reçu? Le docteur Lemaire finit par le remarquer. Docteur Moreau, vous n'êtes pas autorisé à être ici. La sécurité va vous escorter dehors. Répondez à la question. Quelle était l'indication de l'amphotéricine chez un patient traumatisé de 16 ans sans infection fongique documentée? Nous avons noté des infiltrates suspects sur sa radiographie thoracique du matin. Des conneries, dit le docteur Moreau sans détour. J'ai examiné ses films hier soir. Ses poumons étaient clairs. Le rythme de Théo se stabilisa, mais le mal était fait. Maya fut immédiatement réaffectée, retirée de ses soins. La sécurité escorta le docteur Moreau hors du bâtiment. Le lendemain matin, Maya fut convoquée aux ressources humaines. Philippe Dubois lui-même était assis derrière le bureau. Infirmière Rodriguez, vous avez été observée en train de violer de multiples politiques de l'hôpital, y compris le partage d'informations confidentielles sur les patients avec des personnes non autorisées. J'ai défendu mes patients comme je suis éthiquement tenu de le faire. Le sourire de Dubois ne vacilla jamais. Compte tenu de la gravité de ces violations, nous mettons fin à votre emploi, avec effet immédiat. Les mots planèrent dans l'air. 2 ans de dévouement, d'innombrables heures supplémentaires, tout effacé. Son autorisation d'exercer était maintenant sous enquête. Sa situation financière, déjà précaire, devint catastrophique. Mais alors que Maya était escortée hors du bâtiment, elle pensa non pas à sa propre situation, mais à Théo, à Madame Dubois, à tous les patients encore sous les soins d'Horizon. Elle sortit son téléphone et appela le docteur Moreau. Ils m'ont viré. Je sais. Jean-Pierre Martin vient d'appeler. Il a sorti Théo contre avis médical. Ils le transfèrent à l'hôpital universitaire. Quelle est notre prochaine étape? Retrouvez-moi à la Grenouille, dans 1 heure. Et Maya, ça allait toujours empirer avant de s'améliorer. Au pub, le docteur Moreau n'était pas seul. Jean-Pierre Martin était assis en face de lui, son visage buriné figé dans des lignes de fureur à peine contenues. À leur côté se trouvait un 3e homme que Maya ne reconnaissait pas. « Maya, voici Richard Leblanc, ancien spécialiste des crimes financiers au FBI, actuellement expert comptable judiciaire. » Leblanc lui tendit la main. « Robert m'a parlé de votre situation, un courage moral impressionnant. Pas assez impressionnant pour garder mon emploi. Les emplois vont et viennent, dit Jean-Pierre d'un ton bourru. L'intégrité est éternelle. Ils ont failli tuer mon fils aujourd'hui. Pour moi, vous êtes une héroïne. Ce que vous avez documenté établit un schéma, expliqua Leblanc. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une connexion financière. La preuve que ces décisions sont motivées par le profit. Nous avons besoin d'un lanceur d'alerte, dit le docteur Moreau. Quelqu'un à l'intérieur avec accès aux dossiers de facturation, aux communications de la direction. Maya pensa au personnel qu'elle connaissait. La plupart étaient terrifiés à l'idée de devenir le prochain à être viré. Puis une idée se forma. Nathalie Dupont au RH. Elle avait l'air mal à l'aise pendant mon licenciement, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, Maya rencontra Nathalie dans un café tranquille. La directrice des ressources humaines arriva précisément à l'heure, son expression prudente. « Quels sont exactement vos soucis ?» demanda Nathalie, après avoir commandé un café. Maya fit glisser un mince dossier sur la table. « Je crois qu'Horizon a systématiquement privilégié le profit au détriment du bien-être des patients. » Nathalie scanna le contenu, son masque professionnel se fissurant légèrement. Même si ces préoccupations cliniques sont valables, qu'est-ce qui vous fait croire qu'elles sont motivées financièrement? Le schéma est trop cohérent, et tout s'est accéléré après le rachat. Nathalie étudia Maya pendant un long moment, puis elle plongea la main dans son sac à main et en sortit une petite clé USB, la faisant glisser avec une grâce décontractée. Un collègue m'a demandé de transférer des fichiers lorsque notre réseau est tombé en panne. Je l'ai fait et j'ai oublié de les supprimer ensuite. Un oubli. Maya comprit immédiatement. Déni plausible.
La technologie peut être compliquée, convint Maya, empochant la clé. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, dit Nathalie doucement, pour le bien de nous tous. La clé USB contenait tout ce dont ils avaient besoin. Des emails internes entre Dubois et la direction générale d'Horizon détaillaient les protocoles de revenus améliorés et l'optimisation des schémas thérapeutiques. Des ventilations détaillées, des procédures qui généraient les taux de remboursement les plus élevés, des quotas pour les médecins, un système de suivi pour ceux qui ne parvenaient pas à atteindre les objectifs de revenus. Il y a toute une section sur la gestion de l'exposition juridique potentielle, dit Leblanc en parcourant les fichiers. Ils savaient que ces pratiques étaient douteuses. Ils ont des plans d'urgence pour le contrôle réglementaire, des stratégies de relations publiques pour les résultats négatifs. Même un fonds mis de côté pour les règlements confidentiels. Ils ont prévu que des patients meurent, murmura Maya. Le docteur Moreau se tenait à la fenêtre, sa voix lourde. Il ne s'agissait pas seulement du centre médical de la Seine. Les emails le montrent clairement. Nous sommes le cas test. Si ces pratiques réussissent ici, ils les mettront en œuvre dans tous les établissements d'Horizon à l'échelle nationale. Leblanc ferma son ordinateur portable. Nous le portons au procureur de la République, aujourd'hui. La réunion au bureau du procureur de la République dura 2 heures. Claire Moreau, procureur principal de la division des fraudes aux soins de santé, écouta attentivement pendant qu'ils présentaient leur dossier. Quand ils eurent terminé, elle ferma son cahier avec un soin délibéré. Si ne serait-ce que la moitié de ce que vous avez présenté est exact, cela représente l'une des affaires de fraude aux soins de santé les plus importantes que ce bureau ait jamais vues. Les preuves documentaires combinées aux témoignages de première main sont convaincantes. « Que se passe-t-il ensuite ?» demanda le docteur Moreau. « Nous devons agir avec prudence. Avant de pouvoir prendre des mesures formelles, nous devons vérifier l'authenticité, interroger les témoins, construire un dossier étanche. Pendant que vous construisez votre dossier, des patients sont toujours en danger, protesta Jean-Pierre. Il y a des mesures immédiates que nous pouvons prendre. Le Conseil de l'Ordre des médecins peut examiner des cas spécifiques. L'assurance maladie peut auditer les pratiques de facturation et mon bureau peut émettre des ordonnances de conservation. Ce n'était pas l'action immédiate qu'ils avaient espérée, mais c'était quelque chose. Ce soir-là, alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, le docteur Moreau exprima ce que tout le monde pensait. Ce n'est pas suffisant, pas assez vite. Nous devons faire plus pendant que l'enquête officielle se poursuit. L'attention du public, dit Maya. Si les patients et les familles savaient ce qui se passait, ils exigeraient des changements immédiats. Jean-Pierre acquiesça. La presse. Aucun hôpital ne peut fonctionner sans la confiance du public. Horizon a un service de relations publiques important, avertit le docteur Moreau. Ils vont manipuler toutes les accusations. Pas si nous avons des preuves irréfutables, rétorqua Maya. Ils passèrent la soirée à préparer des documents pour une diffusion stratégique à la presse. Leblanc sélectionna les preuves les plus accablantes de la clé USB. Le docteur Moreau écrivit des explications détaillées sur la façon dont les protocoles d'Horizon mettaient les patients en danger. Jean-Pierre contribua à un témoignage personnel poignant sur l'expérience de Théo. Le lendemain matin, Maya se réveilla avec un appel de Jean-Pierre, sa voix tendue d'urgence. « Maya, il se passe quelque chose à la Seine. Code argent, tireur actif. » Le sang de Maya se glaça. Elle attrapa ses clés et se précipita vers sa voiture, faisant le trajet en un temps record. La scène à l'hôpital était chaotique. Des voitures de police bloquaient l'entrée principale. Des ambulances étaient prêtes. Elle aperçut le docteur Moreau en train de discuter avec un officier. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en le rejoignant. Un individu armé dans le hall principal. Des rapports de coups de feu tirés. Au moins un agent de sécurité blessé. Qui est-ce? Des rumeurs disent que c'est Alain Garnier, ancien technicien de laboratoire viré il y a 6 mois pour usage de drogue. Il a fait des menaces à l'époque, mais l'hôpital a quand même réduit la sécurité. Maya se souvint des discussions, des avertissements rejetés comme une prudence excessive. « Nous devons entrer »,
dit-elle. Si l'alimentation est compromise, les patients de l'USI sont en danger. Ils firent le tour du bâtiment, trouvant un tunnel de maintenance avec un code d'accès dont le docteur Moreau se souvenait encore. Se déplaçant dans le passage faiblement éclairé, ils émergèrent dans la salle des machines. « Commande du générateur », dit le docteur Moreau en vérifiant un panneau mural. « Nous devons nous assurer que les systèmes de secours sont prêts. » Ils se déplacèrent prudemment dans les couloirs vides en direction de l'USI. Alors qu'ils approchaient, ils entendirent des voix, du personnel se demandant s'il fallait vérifier les commandes du générateur ou suivre le protocole de confinement. Le docteur Moreau poussa la porte de la cage d'escalier. 3 silhouettes se retournèrent, surprises. Le docteur Vincent, le docteur Lemaire et une jeune infirmière. « Moreau ?» Lemaire reprit ses esprits en premier, la colère remplaçant la surprise. « Que faites-vous ici? Vous êtes en infraction. Nous avons entendu parler de la situation. Nous sommes venus aider avec les patients en soins intensifs. Vous appelez la sécurité immédiatement. »« Bonne chance avec ça, » dit Maya. « La sécurité s'occupe d'un individu armé. Je pense qu'ils ont des priorités plus importantes. » Le docteur Vincent fit un pas en avant, le soulagement évident. « Dieu merci, vous êtes là. Nous nous demandons comment gérer les générateurs. Le protocole dit de rester confiné, mais si l'alimentation tombe en panne, les patients meurent, » termina le docteur Moreau. « Que le protocole soit damné. » Avant que le maire ne puisse répondre, un craquement sec résonna dans les couloirs. Des coups de feu plus proches qu'avant. « Je vais vérifier les commandes du générateur, » dit le docteur Moreau. « Maya, va à l'USI. Je vais avec vous. » Ils se déplacèrent prudemment dans le couloir principal. Le panneau du générateur était à 30 mètres. Alors qu'ils approchaient, de lourds pas résonnèrent de l'autre bout du couloir. Un homme marchait lentement vers eux, son fusil tenu nonchalamment à ses côtés. Alain Garnier, ancien technicien de laboratoire, maintenant armé et dangereux. « Là !» murmura le docteur Moreau, pointant un placard à fournitures. Ils se glissèrent à l'intérieur juste au moment où Garnier tourna au coin. À travers un espace dans la porte, ils le virent s'arrêter à l'entrée de l'USI, levant son fusil vers les patients visibles à l'intérieur. Maya comprit avec une parfaite clarté ce qu'elle devait faire. Sans temps pour débattre ou considérer les conséquences, elle sortit du placard, se positionnant entre Garnier et les portes de l'USI. « Alain, » dit-elle fermement, « pose le fusil. » Garnier se retourna, surpris. La reconnaissance se fit jour. « L'infirmière de l'USI, vous avez été virée comme moi. Je suis revenu parce que les gens ont besoin d'aide, tout comme vous avez besoin d'aide. Ce n'est pas la solution. Ils ont détruit ma vie. Viré pour avoir consommé une fois, on fait en sorte que je ne puisse plus travailler nulle part ailleurs. » Maya fit un petit pas en avant. « C'est injuste, mais ces gens à l'USI n'ont pas pris cette décision. Ce sont des patients qui ont besoin de soins. C'est Dubois qui a pris la décision. Le maire l'a soutenu. Il se cache quelque part. Alors ce n'est pas l'endroit pour chercher. » Maya fit un autre pas en avant, complètement exposée maintenant. Laissez ces patients tranquilles. Pendant un moment, cela sembla fonctionner. L'expression de Garnier s'adoucit, le fusil s'abaissant légèrement. Mais alors, un bruit venant de l'intérieur de l'USI recentra son attention. Maya se plaça directement dans sa ligne de tir. « Si vous voulez tirer là-dedans, vous devrez d'abord me tirer dessus. » Le temps sembla ralentir. Derrière elle, à travers le verre renforcé, elle pouvait voir les infirmières éloigner les patients des portes. « Bougez, » dit Garnier, sa voix tendue. « Je ne veux pas vous faire de mal. »« Je ne peux pas faire ça. Ce sont mes patients, mes collègues. » Un mouvement soudain à l'extrémité du couloir brisa l'équilibre. Le docteur Moreau sortit du placard à fournitures, les mains levées. « Alain Garnier » appela-t-il, l'autorité dans sa voix. « Ce n'est pas qui vous êtes. Vous étiez un membre précieux de notre équipe. Quoi qu'il vous ait fait, cela ne le réparera pas. » Garnier pointa le fusil vers cette nouvelle menace. « Docteur Moreau, ils vous ont viré aussi. » « C'est vrai, mais ce n'est pas la réponse. Ces gens derrière ces portes, ils sont innocents. Ils essaient juste de survivre.
Le docteur Moreau se déplaça lentement dans le couloir en parlant, détournant l'attention de Garnier de l'USI, créant une distance entre l'homme armé et les patients vulnérables. Puis, de l'aile administrative, vint une nouvelle voix, forte et autoritaire. Déposez l'arme immédiatement. Un agent de sécurité était entré à l'extrémité du couloir, sa propre arme dégainée. L'escalade soudaine brisa le moment de reddition potentielle. Garnier leva son fusil. L'agent de sécurité tira. Garnier riposta. Le docteur Moreau se jeta en avant. Puis le silence, brisé seulement par le bruit sourd des corps tombant au sol. Maya bougea sans penser, courant vers les silhouettes tombées. L'agent de sécurité était à terre avec une blessure à l'épaule. Garnier gisait immobile, et le docteur Moreau se battait pour sa propre vie, du sang s'accumulant sous lui à partir d'une blessure qu'il avait atteint au milieu de la fusillade. Maya s'agenouilla à côté de lui, pressant ses mains sur la blessure à la poitrine, sachant même en le faisant que cela pourrait ne pas suffire. « Maya !» murmura le docteur Moreau, sa voix faible mais ferme. « Va à l'USI. Les patients ont besoin de toi. » « Ils ont d'autres infirmières. Vous avez besoin de moi maintenant. » Sa main trouva la sienne, une poigne étonnamment forte. « Toujours l'avocate. J'ai su que tu étais spéciale dès le premier jour. » Le personnel médical les entoura, prenant en charge ses soins. Un membre du GING guida doucement Maya à l'écart. Les heures suivantes passèrent dans un flou. Garnier fut déclaré mort. L'agent de sécurité fut stabilisé. Et Robert Moreau fut transporté d'urgence en chirurgie, son état critique mais stable. Maya se retrouva dans une salle d'attente, entourée de visages familiers. Jean-Pierre Martin était arrivé. Leblanc passait des appels, coordonnant avec le bureau du procureur de la République. Et Nathalie Dupont était venue, ayant entendu les nouvelles. « J'ai démissionné d'Horizon », dit Nathalie à Maya doucement. « Avec effet immédiat. Et j'ai accepté de témoigner de tout. Cette folie doit cesser. » Un chirurgien apparut, toujours en tenue d'opération. Le docteur Moreau est sorti de la chirurgie. La balle a manqué son cœur, mais a endommagé son poumon. La convalescence sera longue, mais à moins de complications, il devrait se rétablir complètement. Le soulagement était palpable. Alors que le jour s'estompait en soirée, Maya se tenait à la fenêtre de la chambre de réveil du docteur Moreau, regardant les montagnes capter la dernière lumière. « Nous finirons ce que nous avons commencé », murmura-t-elle, bien qu'elle sache qu'il ne pouvait pas l'entendre à travers la sédation. « Nous veillerons à ce qu'Horizon réponde de tout. » 3 mois plus tard, Maya se tenait au fond d'une salle d'audience bondée, alors que Philippe Dubois et Sophie Lemaire étaient emmenés menottés. L'enquête du procureur de la République avait progressé à une vitesse sans précédent, alimentée par l'indignation du public et un flux constant de lanceurs d'alerte. Les accusations étaient nombreuses: fraude aux soins de santé, complot, mise en danger délibérée, obstruction à la justice. Dans le cas de Dubois, homicide involontaire. L'autorisation d'exercer de Maya avait été entièrement rétablie avec des excuses officielles. La convalescence du docteur Moreau avait été lente mais régulière. Il était maintenant consultant auprès d'une commission d'État chargée de rédiger de nouvelles réglementations protégeant les lanceurs d'alerte dans le domaine de la santé. Maya avait trouvé un nouveau but. L'hôpital universitaire lui avait offert un poste de directrice d'un nouveau programme de défense des patients, conçu pour garantir que les décisions en matière de soins restent axées sur les résultats plutôt que sur la facturation. Théo faisait des progrès remarquables. Les traitements expérimentaux approuvés par l'hôpital universitaire, des traitements qu'Horizon avait jugés non rentables, donnaient des résultats prometteurs. Il avait retrouvé une fonction importante et marchait maintenant sur de courtes distances avec des appareils orthopédiques spécialisés. Son objectif était de traverser la Seine lors de sa remise de diplôme. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes se rassemblèrent autour du petit groupe qui avait mis au jour l'affaire Horizon. Jean-Pierre Martin était devenu leur porte-parole officieux. « Aujourd'hui n'est que le début », dit-il à la presse. « La vraie victoire viendra quand nous transformerons notre système de santé en ce qu'il était censé être,
une confiance sacrée entre les soignants et ceux qui ont besoin de soins. Pas une entreprise, une vocation. Maya s'éloigna de la foule, se dirigeant vers l'endroit où le docteur Moreau l'attendait dans un café de la cour. Il avait meilleure mine qu'il n'en avait eu depuis des semaines, la couleur revenant à son visage. « Vous ont-ils interrogé sur votre prochaine étape ?» demanda-t-il alors qu'elle s'asseyait. Maya sourit. « Toujours, mais je leur ai dit la vérité, que je retourne au travail demain, que mes patients ont besoin de moi, que le vrai travail de réparation du système de santé se fait une personne à la fois. » Le docteur Moreau acquiesça, la satisfaction évidente. « C'est ma fille. » Ils restèrent assis dans un silence amical, regardant la vie s'écouler autour d'eux. Des gens se précipitant à des rendez-vous, des couples se promenant main dans la main, une mère consolant un enfant qui pleurait. Les moments ordinaires qui composaient une vie. « Vous savez, dit finalement le docteur Moreau, quand j'étais en Indochine, j'avais un commandant qui m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit que la médecine ne consiste pas seulement à appliquer des connaissances scientifiques. Il s'agit de se tenir dans le fossé entre la souffrance et la guérison. Rester ferme, quoi qu'il arrive. On dirait quelqu'un que je connais, répondit Maya. Alors qu'il retournait vers le parking, Maya ressentit un sentiment d'accomplissement. La bataille n'était pas terminée. Le changement institutionnel ne se produisait jamais rapidement ou facilement. Mais quelque chose avait changé. Une ligne avait été tracée, une norme élevée. Maya Rodriguez, qui n'avait été qu'une infirmière ordinaire soucieuse de ses prêts étudiants et de ses heures supplémentaires, avait trouvé sa véritable vocation. Se tenir dans le fossé, tenir la ligne, protéger la confiance sacrée entre ceux qui guérissent et ceux qui ont besoin de guérison. Dehors, les montagnes se dressaient éternelles contre l'horizon, témoins des triomphes et des échecs humains. Les vents du changement soufflaient, et pour la première fois depuis trop longtemps, ils portaient non pas le parfum du profit, mais de l'espoir.